Micro-Info vous est présenté avec la collaboration de CompuCentre, Atlas Laurier, 653-5150 et aux Galeries de la Capitale, 627-3689. CompuCentre, votre spécialiste en jeu. Le réseau Internet Québec, le fournisseur de services Internet qui vous offre la meilleure garantie d'accessibilité et une transmission rapide des données. L'inforoute passe par le réseau Internet Québec, 650-2884. Bienvenue à Micro-Info en direct. Aujourd'hui, Luc nous parle de télécopieurs modernes, Yves nous présente sa sélection de jeux hebdomadaires, Ghislain nous explique comment utiliser le logiciel Free Agent pour les groupes de discussion et nous visitons la salle des machines de l'Université Laval. Cette émission aura une durée exceptionnelle d'1 heure. Nous tiendrons une tribune téléphonique divisée en 2 segments d'environ 15 minutes. Yves va céder sa place à un invité de la GRC. Vous savez, aujourd'hui, il y a une perquisition, alors préparez vos questions en conséquence. Nous allons faire tirer 2 copies du logiciel Kali qui permet de jouer aux jeux via Internet. Les personnes qui veulent gagner ce logiciel, vous devez nous envoyer vos questions via notre courrier électronique. Vous pouvez aussi appeler bien sûr au 670-9078 pour vos questions. Nous rejoignons Luc immédiatement. Bonjour Luc. Aujourd'hui, on parle de produits très pratiques, mais pour les gens de bureau surtout. On a eu des questions sur les fax par email et sur notre répondeur et on va parler de 2 choses. Premièrement, on va parler du Multipass C2500 de Canon et aussi de WinFax Pro, le logiciel de Delrina. Première chose qu'on va parler aujourd'hui, c'est le Canon Multipass C2500. C'est un scanner, photocopieur, fax, imprimante, modem, alouette, tout est inclus dans ça. Alors, ça se détaille aux alentours de 1000 $ et vous allez voir que c'est très simple d'utilisation. Première fonction qu'on va regarder rapidement, c'est le scanner. Alors, on choisit ici 200 dpi et en ton de gris au maximum de 200 et on appuie sur Scan. Alors, le document ici va se scanner. L'avantage qu'on a avec cette machine-là, c'est qu'on va pouvoir scanner des documents pour soit faire du OCR, de la reconnaissance de caractères, ou sinon prendre des logos, des signatures et les associer à un texte. Mais c'est vraiment une résolution de 200 dpi, là. C'est-à-dire c'est fait pour les gens de bureau. C'est fait pour le bureau, c'est pas fait pour faire de la photo ou autre chose. Pas. Une autre fonction que la machine a, c'est de pouvoir envoyer des fax. Donc l'envoi de fax, la réception de fax, pour pouvoir envoyer des fax à n'importe qui, finalement, c'est un gros fax. On voit ici à l'écran le résultat que ça a donné, notre scanner. Donc, on voit que l'image est quand même assez simple et on peut reprendre ce logo-là et le mettre dans une entête de lettres, autrement dit, pour travailler assez rapidement avec. Même pour envoyer, quand on envoie un fax, avoir à l'entrée. C'est ça, avoir une entête de fax. Quelles sont les autres fonctions? L'autre fonction de cette machine-là aussi, c'est que c'est une imprimante. Donc, si, exemple, vous êtes en train de taper un texte dans Word, n'importe où, vous pouvez imprimer. Et puisque c'est sous la base d'une imprimante BGC 4100, dans la tête ici, on peut placer la cartouche couleur. Donc, la cartouche couleur peut être placée dans l'imprimante et servir en même temps d'imprimante noir et blanc ou d'imprimante couleur qui peut aller quand même à une bonne définition. On parle de 720 dpi en couleur. Donc, on a vraiment de quoi qui est très bien. OK. Est-ce qu'il y a d'autres fonctions là, importantes? En gros, c'est un ensemble de travail qui se branche tout simplement avec un câble à l'ordinateur. C'est sur le port parallèle. Tout se gère par là. Alors, c'est une station de travail vraiment complète qui permet de faire beaucoup de choses. Et le modem, c'est quelle vitesse? On parle d'un 14400 baud. Okay, donc, pour les fax, c'est standard. C'est ça. Maintenant, on parle d'une suite de produits pour faire envoyer des fax avec Windows. Oui, Delrina et Symantec se sont associés dernièrement pour sortir un produit qui s'appelle Delrina ComSuite, qui est un ensemble de logiciels. On va parler de WinFax Pro version 7, de CyberJack, qui est fait pour faire de l'Internet, et aussi de ComPro, qui est fait pour faire du modem, donc appeler sur des babillards ou des affaires comme ça. L'ensemble de produits vient de sortir en français. Ça fait pas une semaine que c'est sorti en français. C'est maintenant disponible sur le marché. Quand même assez abordable, dans les alentours là, de 150 $ pour la version complète. Un de nos téléspectateurs nous avait justement écrit un courrier électronique disant qu'il utilisait le programme de Windows 95 qui était inclus pour faire du fax, c'est Microsoft Exchange avec les fonctions de fax, mais qui trouvait que c'était pas très bien, il y avait des problèmes. Est-ce que c'est vraiment la solution abordable à choisir? Delrina a vraiment fait un bon produit au point de vue du fax. Déjà que sa version 4 était à point avec la version 7, ils ont vraiment ajusté le tout là, pour que ça tourne très bien. Le problème avec Microsoft, c'est que c'est trop gros. C'est fait pour faire du fax, du email, toutes les communications qu'on peut avoir. C'est très bien à ce niveau-là, mais par contre, quand on veut lancer ça avec un petit ordinateur, c'est très lourd. L'avantage de WinFax Pro,
c'est qu'on va pouvoir gérer beaucoup d'applications en même temps et c'est complètement transparent à l'utilisateur. Donc, exemple, on est dans un traitement de texte Word, on fait un traitement de texte, on tape notre lettre, on veut l'envoyer, paf, ça s'envoie directement dans WinFax Pro et ça s'envoie. L'avantage qu'on va avoir avec WinFax Pro, c'est qu'on peut faire plein de choses. On peut envoyer des groupes de fax à plusieurs personnes, faire de la publicité, faire des envois retardés. Ça veut dire que si les interurbains sont moins chers à partir de 11 heures, envoyer des fax à partir de 11 heures quand c'est des longues distances. On peut envoyer plusieurs pages différentes à plusieurs clients différents. Exemple, je vais envoyer 3 pages de publicité à un autre client, 5 pages à un autre client, 3 pages à un autre client. On peut varier notre fax et le faire tout partir le soir à 11 heures. Donc, c'est très facile à gérer. Et l'interface est relativement simple. Très, très simple à faire. Tout est en drag and drop. Donc, vous choisissez votre texte, vous l'amenez directement sur le fichier et ça s'envoie automatiquement. Donc, il n'y a aucun vraiment de lecture à faire. C'est vraiment très intuitif. On a une boîte d'entrée de courrier, de sortie de courrier. On a les nouveaux fax, la corbeille. Alors, c'est comme un bureau, finalement. On va envoyer un fax, on le met dans la sortie et ça part. Okay. Donc, notre téléspectateur pourrait trouver ça en stock chez vous, chez Bureau en Gros, pour quel prix environ? Comme on a dit tantôt, environ 150 $ la version complète. Par contre, les modules se vendent séparément. CyberJack, WinFax Pro et ComSuite se vendent séparément. Là, Si on a juste besoin de prendre WinFax Pro, on peut l'avoir. On peut l'avoir moins cher, oui. Okay. Luc, on te remercie. On se revoit la semaine prochaine. Au retour, Ghislain nous montre comment se retrouver sur la tour de Babel qu'est Usenet. Bonjour Ghislain. Bonjour François. Aujourd'hui, on parle du logiciel FreeAgent. À quoi sert-il? Alors, c'est un logiciel qui est spécialisé dans la lecture des newsgroups, en fait, des articles qu'on peut retrouver là, dans les groupes de discussion sur Internet. OK. Peux-tu nous décrire un peu l'interface? Oui, c'est une interface Windows, donc c'est intéressant. On a bien sûr ici notre barre d'outils qui va nous permettre, là, entre autres, de passer d'un message à l'autre, d'aller chercher les messages qui ne sont pas lus. La fenêtre du haut ici, c'est la fenêtre où je suis en mesure de voir soit tous les groupes qui sont disponibles, les groupes auxquels je suis inscrit, etc. La fenêtre du centre, c'est la fenêtre qui me donne un petit peu d'informations sur l'entête du message qui est sélectionné dans la fenêtre du bas ici, tout simplement. Comment on fait pour connaître la liste des groupes disponibles? Alors, plusieurs groupes sont disponibles sur Internet. Il y en a des milliers. Près, là, c'est de 17 000 groupes disponibles. Alors, si je veux voir la liste des groupes, alors dans le menu Online, j'ai la possibilité de choisir une commande qui s'appelle Refresh Group List. Ça, c'est dans le cas où je n'ai jamais chargé ou où je veux mettre à jour la liste de tous les groupes. Si jamais c'est déjà fait, j'ai la possibilité de juste faire Get New Groups. Ça sera beaucoup plus rapide. Et là, ce que FreeAgent fait, c'est qu'il essaie de retrouver là, les nouveaux groupes depuis la dernière fois que j'ai sorti la liste de tous les groupes. Quel genre d'informations sont véhiculées dans les newsgroups? Bon, plusieurs newsgroups sont disponibles. On a des informations sur des sujets très variés comme l'informatique, le sport, la politique en général. Donc, plusieurs sites sont disponibles. Il y a des sites qui sont modérés puis d'autres qui ne le sont pas. Qu'est-ce que c'est un site modéré? Un site modéré, c'est un site dans lequel on a des gens qui sont chargés en fait d'inspecter ou de vérifier les messages avant de les distribuer à d'autres afin de s'assurer que les messages sont censurés et qu'ils correspondent là, aux normes. Donc, sans propagande haineuse, etc. C'est ça. Comment je fais pour m'inscrire justement à un groupe? Alors, avant de s'inscrire à un groupe, François, ça peut être intéressant de le consulter à titre d'information. Donc, je fais un double-clic sur le groupe désiré. Et lorsque c'est fait, j'ai une fenêtre à l'écran qui me propose différents choix. J'ai la possibilité d'aller chercher 50 titres d'articles disponibles à l'intérieur du groupe. J'ai la possibilité d'aller toutes les chercher ou de carrément souscrire ou en fait m'inscrire au groupe. Donc, si je voulais m'inscrire directement, je pourrais le faire. Mais moi, je suggère d'aller chercher 50 articles là, afin de nous donner une bonne idée du contenu. C'est ça, du contenu. Est-ce que le contenu du groupe va nous intéresser avant de s'inscrire à un groupe comme celui-là? OK. Maintenant, comment on fait pour consulter les articles d'un groupe? Alors, les articles sont toujours affichés dans la fenêtre qui est ici. Alors, dans le cas, en fait, pour nous, c'est la fenêtre du bas. Les articles sont représentés, en fait, par le titre seulement, au point de départ. Si je regarde la fenêtre, dans un premier temps, j'ai un nombre ici à gauche. Alors, le nombre qui est là, inscrit en rouge, c'est le nombre de lignes qu'on retrouve à l'intérieur du message. Par la suite, on va avoir le titre. Est-ce que c'est possible de consulter des articles une fois qu'on n'est pas branché? Oui, si je veux consulter les informations, en fait, j'ai deux possibilités. Je peux faire un double-clic sur un article et FreeAgent va
online, en fait, va se brancher pour aller chercher l'information. Si je ne veux pas me brancher, ce que je peux faire, c'est de marquer les messages. Et pour marquer les messages, tout ce que j'ai à faire, c'est de regarder les titres. Si un message en particulier m'intéresse, je peux, en appuyant la touche M, venir ajouter un petit symbole qui apparaît juste ici à gauche. Et là, ce que je peux faire, c'est de me promener à l'intérieur de la liste et marquer avec la lettre M tous les messages qui m'intéressent. Puis une fois que tu as tout marqué tes messages, tu vas les télécharger pour les consulter. C'est ça. Donc ici, à l'aide du menu Online, j'ai la possibilité d'aller chercher les Get Marked Article Bodies. Autrement dit, le contenu des articles. C'est ça, le contenu des articles, afin de pouvoir par la suite me débrancher puis les consulter. OK. Comment je fais maintenant pour mettons, répondre à un message? Si je veux répondre à un message, ce que j'ai à faire, tout ce que j'ai à faire, en fait, c'est de le sélectionner. Et ici, sur la barre d'outils, j'ai un bouton qui s'appelle Post Follow-up Article. Donc, c'est un message qui va me permettre de répondre. En cliquant là-dessus, ce qui se produit, ça ressemble un petit peu à un courrier électronique, en fait. Donc, j'ai le nom du newsgroup, le sujet en question, qui est toujours précédé de RE, 2 points, réponse. Pour réponse. Et dans le bas, ici, j'ai le texte qui est en bleu précédé d'un signe plus grand, qui est en fait la reprise du texte original. Ce que je suggère, moi, aux gens, c'est d'enlever le texte qui est inutile. Souvent, les réponses sont trop longues parce qu'on garde le texte original au complet. Non, et souvent, il y a un texte de 100 lignes, les gens gardent juste les 100 lignes pour écrire 2-3 lignes après. C'est ça. Donc, on garde le texte qui est pertinent, donc je peux effacer le texte qui ne l'est pas, et par la suite, venir ajouter ma réponse. Un coup que ça c'est fait, je peux cliquer sur Send Now, et la réponse est envoyée là, à mon newsgroup. OK. Comment je fais maintenant pour arrêter une inscription à un groupe quelconque? Alors, pour arrêter l'inscription à un groupe, François, tout ce qu'on a à faire, c'est de choisir le groupe en question. Sur la barre d'outils, j'ai un bouton qui s'appelle Subscribe. Tout ce que j'ai à faire, c'est de cliquer dessus et j'enlève l'accès à ce groupe-là. Eh bien, Ghislain, on te remercie. Je rappelle à nos téléspectateurs que si vous voulez vous procurer ce logiciel, dans la section Archives de Micro-Info, section Outils pour naviguer, vous retrouverez Free Agent. Bonjour Yves. Bonjour. S'il pleut cette semaine, à quoi on pourrait jouer? On pourrait jouer à plein de choses. Entre autres, j'ai amené cette semaine pour vous l'énigme de Maître Lu, qui est fait par Sanctuary Wood. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce jeu-là? Dans ce jeu-là, ben, c'est un jeu d'aventure basé sur une authentique et un incroyable mystère. On se trouve à être en 1936, puis la planète est au bord de la Seconde Guerre mondiale. Puis le sceau impérial du premier empereur de Chine, un talisman qui possède un pouvoir gigantesque, serait en mesure de faire pencher l'équilibre en faveur de celui qui le détiendrait. Donc, nous, on joue le rôle de Robert Ripley, qui est le créateur du Believe It or Not, du musée Believe It or Not, ou croyez-le ou non en français. Ce gars-là, c'est un genre d'Indiana Jones, puis c'est un aventurier moderne, en fait. Là. Puis il faut absolument empêcher que le sceau tombe entre les mains de gens qui pourraient l'utiliser à des fins malsaines. Est-ce qu'on va explorer beaucoup de scènes dans ce jeu-là? Parce que dans l'Indiana Jones, il se promène partout, lui. Oui, oui, dans celui-là aussi, tu vas explorer beaucoup de scènes. On retrouve en fait plus de 200 sites chargés d'histoires qui sont assez fidèlement reconstitués. Par exemple, tu retrouves l'île de Pâques, une cité perdue dans les Andes, etc. Il y en a plusieurs. Là. Les gens aussi me demandent souvent si, dans le type de jeu comme ça, si les énigmes sont logiques. Dans Believe It or Not, ou croyez-le ou non, là, dans ce jeu-là, oui, les énigmes sont assez logiques, plus en tout cas que dans la moyenne des jeux qu'on rencontre sur le marché. C'est pas trop incohérent? Non, c'est pas trop incohérent. Évidemment, il va sûrement en avoir une ou deux en quelque part qui vont être un peu tirés par les cheveux, mais c'est beaucoup moins pire que dans les autres jeux qu'on retrouve sur le marché. Okay. Tu as amené maintenant un jeu d'action. Oui, j'aimerais peut-être seulement mentionner que l'énigme de Maître Lu est entièrement français. Ah, oui. Texte et voix à l'écran, tout est en français. La même chose pour Shell Shock, qui vient juste d'arriver. C'est un jeu d'action, tout en français, avec une musique assez fascinante, incroyable. D'ailleurs, on va vous laisser regarder l'introduction pour comprendre un peu c'est quoi l'histoire du jeu. New York, 1997.
Une unité de 5 mercenaires opère dans un établissement pénitentiaire laissé à l'abandon sur Jackson Island. Nom de code de l'unité, Da Wardens. Ces hommes se sont engagés à lutter sans concession contre le terrorisme et l'oppression et à dénoncer la corruption mondiale. Ils sont le dernier bastion d'un monde dans lequel il n'y a plus de justice. Ils m'appellent Man. Je supervise leurs affaires. Combien il y a de missions dans ce jeu-là? Bon, on en retrouve en tout 25 missions qui sont assez... qui sont pas très longues chacune, là, mais c'est un jeu qui a quand même une bonne durée. Est-ce que c'est le genre de jeu qu'on tire tout ce qui bouge, d'action? On tire beaucoup. Je dirais qu'on ne tire pas nécessairement tout ce qui bouge, mais on a un radar. On doit cibler les gens qu'on doit tirer. Là. Puis, on se trouve à être dans un tank, en fait, dans un M13. Puis on doit éliminer le plus d'ennemis possible. Maintenant, on va parler de jeux économiques. On a un très beau ensemble que Origin vient de sortir. Oui, c'est ça. Il s'agit de Origin Pack, qui est un jeu, un package qui comprend 3 splendides jeux d'origine. Ce pas des jeux qui sont très récents, mais c'est des jeux qui sont encore actuels, à mon sens. Premièrement, on y retrouve System Shock, qui est un jeu qui a fait sa marque, c'est peut-être le plus vieux qu'il y a dans le package. C'est un jeu qui a fait sa marque il y a quelques années, qui est un jeu un peu... Style Doom. Par la suite, on retrouve Wing Commander 3, qui, je pense, n'a pas besoin de présentation. Qui était très lent, qu'on avait un 486, mais aujourd'hui, avec un Pentium, ça vaut la peine. Effectivement. Puis on doit mentionner que dans les deux premiers qu'on vient de nommer, System Shock puis Wing Commander 3, on retrouve les textes à l'écran en français. Les jeux sont sous-titrés français. Le dernier qu'on retrouve à l'intérieur de l'ensemble, c'est Bioforge, qui est un vrai petit bijou là, dans les jeux d'aventure. Fantastique. Dans celui-là, il y a non seulement les textes à l'écran sont en français, mais aussi les voix digitalisées, ce qui le rend vraiment un jeu formidable. Alors, cet ensemble-là est disponible en magasin pour moins d'une cinquantaine de dollars. Là. Ça vaut vraiment la peine d'aller chercher ces 3 jeux-là pour cette somme-là. Il y a aussi l'ensemble Wizardry Gold. Oui, bien, tant qu'à sortir des choses en package, on est aussi bien d'en sortir plusieurs. Alors, la compagnie Sirtech ont sorti la collection de leurs jeux Wizardry. Dans un package. Ça va sur Windows 95. Je dois par contre émettre une certaine réticence, c'est que le jeu, si vous n'avez pas une carte graphique avec 2 MB ou une carte graphique accélératrice, le jeu est très lent. Même avec un Pentium 133, 16 MB, c'est lent. Il faut absolument avoir, il faut vraiment avoir une carte vidéo accélératrice ou une excellente carte vidéo très rapide. On a un jeu peut-être plus pour les enfants et les jeunes maintenant, qui est Scony. Oui, fantastique jeu. J'ai découvert ce jeu-là, François. C'est rafraîchissant. Ça ressemble beaucoup à Super Mario. Avec un petit écureuil. Avec un petit écureuil, par contre. Mais il est vraiment bien fait, c'est le fun. Puis on y retrouve plus de 100 niveaux, 100 tableaux de jeu à l'intérieur. C'est vraiment intéressant. Puis les parents me demandent souvent, je veux pas de violence pour mes enfants. Là. C'est le jeu idéal à offrir. Les jeunes vont vraiment bien aimer ça. Tu veux aussi amener un livre d'indices, c'est pour quel jeu? Oui, j'ai amené un livre d'indices pour le jeu Conquest of the New World, qui est un jeu qu'on a présenté il n'y a pas très longtemps. Dans ce livre-là, comme à l'habitude, tous les livres que je vous présente, c'est un livre où vous allez trouver la solution complète avec des images et textes à l'appui. Et cette semaine, sur notre site, quelle mise à jour on pourrait trouver? Vous allez pouvoir trouver le patch de Command & Conquer, la version 1.19, qui permet, entre autres, là, le bug majeur qui répare, c'est avant, les gens pouvaient aller mettre des objets très loin de la base. Tu n'es pas obligé nécessairement de toucher à la base. Alors, ce que ça empêche, c'est justement de faire quelque chose comme ça. Alors, ça rend le jeu un peu plus difficile. On ne peut pas bloquer les ennemis dans leur coin, là, comme certaines personnes pouvaient faire. OK, Yves, on te remercie. On se revoit la semaine prochaine. On poursuit avec notre tribune téléphonique dans quelques instants. Nous sommes de retour. Je suis avec M. Castonguay de la GRC. Bonjour, M. Castonguay. Bonjour. Hier, vous avez effectué une perquisition. C'était des babillards informatiques pirates. Pouvez-vous nous en parler? Oui. Il s'agit plus précisément de 8 perquisitions qui ont été exécutées principalement dans la région de Québec pour démanteler plusieurs réseaux de babillards illégaux.
Vous avez saisi pour combien en équipement? On estime, si on parle de hardware, d'une valeur approximative de 60 000 l'équipement tout inclus. De là à spécifier la valeur du contenu des logiciels, ça va dépendre des nombres de fichiers que les individus, le nombre de logiciels qu'ils avaient sur le système d'exploitation, dans le babillard, c'est-à-dire. On parle de entre 15 000 et 100 000 de valeur par babillard. C'est quoi l'équipement typique d'un babillard utilisé? Est-ce que c'est des équipements sophistiqués ou c'est des vieux ordinateurs? Non, bien surprenant. Ça semble être des machines, première vue à l'externe, qui sont vieilles un peu. C'est pas nécessairement ce qu'il y a de plus récent, 386, 486, mais qui évidemment ont des composantes internes peut-être un petit peu plus, donc des disques SCSI, plusieurs disques durs, des tapes backup, des lecteurs CD-ROM, des modems, 28.8 la majorité, 14.4 internes. Présentement, on voit à l'écran l'équipement que vous avez saisi. Oui, c'est ça. Et comme j'ai dit, il y avait 8 percussions. Donc, en tout, sur les 8 percussions, il y a 6 différents babillards qui ont été démantelés. À chaque endroit, il y avait au moins un ordinateur. Des endroits, il y en avait 2 branchés avec les modems. C'est quoi les logiciels qui étaient souvent là, sur ces babillards-là? On parle, je suppose, de logiciels de Microsoft comme Office? Bon, de Microsoft, on avait Visual C++, Microsoft Windows 95, MASM Professional Development Kit, Access, Word, Excel, Windows NT, version serveur. Il y a d'autres compagnies, Symantec, toute la version, la panoplie de Norton Utilities et tout ça. Lotus 95. C'est quoi qui peut arriver à ces gens-là qui ont été arrêtés? Parce qu'il y a quand même des arrestations. Oui, c'est que les gens vont être accusés, en vertu de la loi, c'est droit d'auteur, pour avoir vendu, offrir pour vente ou mise en circulation des copies de logiciels piratés. Et puis, en tant que tel, est-ce que les condamnations, ça peut être, est-ce qu'il peut faire de la prison? Normalement ou typiquement non. Ça résume principalement à des amendes et possiblement la confiscation du système parce qu'il servait seulement qu'à des activités illégales. Les amendes peuvent varier, ça dépend du nombre de chefs d'accusation qu'on peut porter contre l'individu, les éléments de preuve qu'on a. Mais normalement, il y a des bonnes amendes dans les dossiers comme ça. Je ne sais pas si vous allez pouvoir répondre à ma prochaine question, mais comment vous procédez quand vous voulez arrêter des gens qui font du piratage? Bien, ça va dépendre de la nature de la plainte et de l'enquête qu'on a à faire. Il faut aller chercher des éléments de preuve qui vont nous donner des motifs pour aller devant un juge de paix et obtenir un mandat de perquisition pour fouiller les lieux et saisir l'équipement. Alors, il faut être capable de démontrer qu'effectivement, il y a eu vente, il y avait distribution. Alors, ça peut être principalement l'achat, carrément, de copies de logiciels là, pour, comme élément de preuve, démontrer qu'effectivement, la personne se livre à cette activité-là. On a tourné un peu avant le début de l'émission une entrevue là, où on va parler plus en détail de la loi, l'article 42, et toutes les composantes. On va présenter ça dans 2 semaines environ. Alors là, on va prendre un premier appel. Luc, à toi. Micro Info, bonsoir. Bonsoir. Ce serait pour une information. C'est quand j'embarque dans Internet, là, dans Netscape, il me dit tout le temps qu'il ne trouve pas le DNS. C'est que ça veut dire. C'est qu'il veut le dire par là. André Boily va répondre à cette question. OK. C'est que sur la feuille de configuration que votre fournisseur vous a fournie, il vous a sûrement donné une adresse de DNS pour identifier c'est quoi le domain name server. Avec quel fournisseur que vous faites affaire, monsieur? Avec Accent Internet. OK. Est-ce qu'ils vous ont fourni une feuille pour configurer votre accès Internet? Oui. Puis avez-vous vu quelque chose sur la feuille qui dit DNS, puis avec des adresses en chiffres? Il y a 4 chiffres séparés avec des points. Ah oui, c'est ça, oui. J'ai vu ça. Avez-vous rentré ça aux bons endroits? C'est avec Windows 95 que vous fonctionnez ou avec Windows 3.1? Avec Windows 95. Windows 95. C'est dans les menus avec Windows 95, c'est que vous pouvez aller configurer à l'intérieur l'endroit où c'est marqué le DNS. Là, vous pouvez en mettre plusieurs. Puis parce que lorsque vous voulez communiquer avec l'Internet, lui, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il n'est pas capable de trouver les noms. En passant, si vous voyez un petit peu à l'écran, peux-tu expliquer, Luc, qu'est-ce qu'on voit à l'écran en ce moment? Alors, ce qu'on voit à l'écran, c'est que je suis venu ici dans le panneau de configuration de Windows 95, option réseau,
Et dans l'option réseau, on a les protocoles de communication. Entre autres, le protocole pour aller sur Internet, c'est TCP/IP. Alors, dans TCP/IP, on a configuration DNS et c'est ici qu'on va venir inscrire ordre de recherche DNS pour justement nos serveurs Internet. C'est correct. C'est très bien. Très bien, je vous remercie. Merci, bonjour. Alors, on va passer immédiatement à un autre appel, Luc. Micro-info, bonsoir. Hein? OK. C'est quoi le meilleur serveur pour s'abonner à Internet? Oh, ça, c'est une bonne question et c'est très difficile de vous donner une réponse parce que pour vous donner une bonne réponse, il faudrait que je les aie toutes essayées. C'est-à-dire, on parle de, mettons, de ClickNet, de Réseau Internet Québec, de Medium, il y en a énormément. Chacun va vous offrir leur service. Il y a aussi, évidemment, Bell, il y a Vidéotron qui s'en vient avec leur service, tout ça. C'est très difficile de répondre à cette question-là parce que chacun a leur plus et leur moins. Il y a peut-être des choses que vous devez vérifier, savoir combien vous offre d'heures pour l'utilisation. Est-ce qu'il y en a qui vous offrent de la limite, pas de limite? Si vous voulez, il y en a des fois qui vont vous permettre d'héberger votre page web. Si c'est important pour vous, bien, il faut qu'ils vous fournissent l'espace parce que vous allez voir dans certains endroits que si c'est, je ne sais pas moi, 1 meg qui vous donne de libre, c'est parfait. Mais il y en a d'autres qui vont vous dire, ben, vous pouvez héberger votre page web, mais c'est 20 $ de plus par mois. Ça, c'est tous des frais afférents qu'il faut quand même calculer. Il y a aussi le ratio, la vitesse de la ligne. Par exemple, si vous avez le fournisseur a une ligne 28800, c'est quand même assez lent. Sauf que si le fournisseur, je ne sais pas, une T1 avec un accès RNIS à 128 000 kB par seconde, vous pouvez, c'est un accès plus rapide. C'est des choses qu'il faut en tenir compte. Puis, en tout cas, il faut magasiner ça, les accès Internet. Est-ce que ça répond un peu à votre question? Bon, on peut passer à un autre appel immédiatement? D'accord. Bonsoir. Oui, bonsoir. Premièrement, je voulais vous féliciter pour votre émission. Merci. Alors, moi, ma question, c'est à propos des logiciels comme SoftRAM, DoubleRAM, tout ça. Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Vous parlez des logiciels qui permettent de doubler la mémoire du disque dur ou la mémoire vive? Oui, exactement. La mémoire vive ou du disque dur? La mémoire vive. OK. À ma connaissance, c'est des logiciels qui sont plus ou moins efficaces. On ne les a pas utilisés, mais j'ai quand même entendu des réponses. Il y en a un qui s'appelle, je pense, j'ai oublié le nom, je pense DoubleRAM, ça doit être ça effectivement. Dites-vous que c'est comme quand vous doublez l'espace d'un disque dur. C'est jamais aussi bon un vrai deuxième disque dur. C'est meilleur un deuxième disque dur qu'un disque dur doublé. C'est la même chose avec la mémoire. Alors moi, je ne vous conseille pas d'utiliser ça. Étant donné que la mémoire est tellement basse ces temps-ci, profitez-en. Parfait. Ma deuxième question, c'est à propos du logiciel Kelly. Est-ce qu'il faut vous envoyer un email pour participer au tirage ou absolument? Oui, absolument, parce qu'on se dit que c'est les gens qui sont sur Internet. Parfait, je l'ai envoyé. C'était juste pour me... Vous avez encore le temps? L'émission finit dans 30 minutes? Parfait. On va justement prendre un message via le courrier électronique. Alors, on a une personne ici, Jean-Philippe Boivin, qui nous a envoyé un email nous disant qu'il y a des problèmes dans Windows 95 et que quand il joue à certains jeux, il va avoir des problèmes avec sa souris. C'est une bonne question, mais on demandera aux gens qui nous envoient souvent des questions techniques de nous envoyer plus d'informations. Comme ce problème-là, on aimerait ça probablement savoir le jeu. Est-ce que c'est un jeu DOS ou Windows? On aimerait savoir pourquoi, dans quel but, autrement dit, quand la souris bouge, quel est son problème? Est-ce qu'elle devient plus grosse, plus petite, elle disparaît, elle n'est pas là? Elle fait des lignes verticales, horizontales. Alors, il y a plusieurs choses qu'on doit savoir finalement pour savoir quel est le problème avec la souris. Donc, quand vous nous envoyez des emails, soyez le plus précis possible pour qu'on puisse vous répondre le plus rapidement possible. Justement, à cette question-là, on va probablement pouvoir répondre dans quelques jours. On va répondre à cette personne-là et lui demander des détails. Si on a le temps, on va prendre immédiatement un autre appel. Micro-info, bonsoir. Oui, j'aimerais savoir, parce que je m'étais déjà procuré le jeu NASCAR sur l'ordinateur. Puis j'aimerais savoir, parce que, OK, j'avais rentré le jeu dans ma mémoire dure. Puis après ça, quand j'arrivais pour jouer, là, je pouvais pas sortir des options, je restais dans les options. Quel type d'ordinateur vous utilisez, monsieur? Est-ce que c'est un Pentium ou un 486? Un 486. OK, NASCAR Racing, c'est un jeu qui demande vraiment un Pentium pour aller jouer dans les options parce que c'est un jeu qui est en Super VGA. Est-ce que vous essayez de jouer en Super VGA ou en VGA? C'est-à-dire en 320 par 200 ou en 640 par 480? En Super VGA. Ben, c'est normal que sur un 486, ça soit assez lent, parce que ça vous prendra à la limite une carte accélératrice vidéo avec au moins 4 mails pour que ce soit assez acceptable sur un 486. Le jeu était vraiment optimisé pour un Pentium, pour pouvoir aller changer les options. Par exemple, dans NASCAR, on a les textures qu'on peut rajouter, le nombre d'autos, je pense qu'on peut rajouter jusqu'à une vingtaine d'autos. Sur un 486, vous devez être en 320 par 200, maximum 10 autos, même si c'est un 486 DX400, et très peu de textures. Donc, c'est un jeu qui est vraiment optimisé pour Pentium. Bon, ben merci beaucoup. De rien.
Salut. On va prendre maintenant un autre appel. Non, on va peut-être parler un peu plus. Il y a même une question sur Internet, Luc, au sujet de, je crois, Alone in the Dark 3. Oui, alors on a Erwin Maraboli qui nous a envoyé un email pour savoir comment faire pour les solutions Alone in the Dark 3. La personne a besoin de plus d'informations. Alors c'est très simple, vous pouvez aller tout simplement dans Netscape et vous pouvez trouver cette information-là. Mon Dieu, c'est où? Avant de répondre à cette question, Luc, on va aller prendre une courte pause publicitaire. On va répondre à cette question-là dans quelques instants. Défi santé, notre responsabilité à tous grâce à Participation. De nos jours, sans activité physique régulière, les jeunes risquent de mauvaises notes et le manque d'estime de soi. Ils peuvent détruire leur potentiel et leurs chances de succès. Est-ce l'avenir qui vous attend? Chez Participation, tous nos efforts tendent à trouver des solutions pratiques pour des lendemains meilleurs. Selon des éducateurs, un programme régulier d'activité physique est essentiel aux étudiants pour apprendre l'esprit d'équipe, le leadership et certains talents utiles dans la vie. L'éducation physique est importante, ça contribue au développement intégral de l'enfant. L'éducation physique devrait être considérée comme une matière de base. Mon enfant, il se valorise par le sport. Il faut dépasser l'éducation physique, il faut l'englober dans un projet de vie. Agissez! Découvrez quels sont les programmes d'éducation physique offerts dans votre école. Défi santé, notre responsabilité à tous, Participation. Alors, on revient avec notre section jeu. Dans la section jeu de la page web de Micro-Info, on a plusieurs solutions de jeu qui sont là. Alors, dans la section jeu, on peut descendre un peu plus bas et on voit ici le Spoiler Center qui est l'endroit où on va pouvoir trouver l'information pour Alone in the Dark. Alors, dans le Spoiler Center, on peut faire des recherches pour le jeu où on voudrait avoir de l'information. On a ici le Search Engine. Alors, tout ce qu'on a à faire, c'est de taper ici Alone Dark et 3. Et il va nous faire une recherche pour Alone in the Dark 3. Et on va pouvoir de là voir le texte en ASCII de la solution, comment compléter le jeu. Et voir là où est-ce qu'on peut se rendre finalement avec ce jeu-là. On le voit ici, Alone in the Dark 3. Alors tout ce qu'on a à faire, on clique dessus et on arrive tout simplement là dans la solution du jeu. Et vous allez voir tous les codes là ou les tableaux où vous pourriez avoir de l'information. Parfait, Luc, merci. Oui. Je voudrais que les gens n'oublient pas d'aller voter. D'aller voter. Ben oui. Vous savez, je n'ai parlé la semaine dernière, c'est le concours Les Web d'Or. Vous pouvez aller voter pour le site de Micro-Info. C'est facile, vous cliquez « Voter pour nous » et on peut très facilement aller accéder au menu de vote. Par exemple, ce qui est important à spécifier, c'est que le site Les Web d'Or va vous renvoyer un courrier électronique à l'adresse que vous allez insérer et vous devez répondre à ce courrier-là pour valider votre vote. Alors maintenant, on va revenir et on va passer à un autre appel. Micro-Info, bonsoir. Bonjour, c'est ça pour votre programme. Merci. OK, j'aurais deux questions. Premièrement, est-ce que Screamer fonctionne sur Kelly? Parce que j'ai essayé plusieurs fois, puis il semble pas fonctionner. Quand tu veux partir de la course, ça fige. Screamer ne fonctionne pas avec Kelly. Est-ce que vous êtes allé, par exemple, bon, vous savez, sur Kelly, il y a un genre de... On peut chatter, parler avec des gens qui jouent à Kelly? Oui, j'ai parlé avec les gens. Oui. Est-ce que vous avez parlé à des gens? Est-ce qu'il y en a qui savent cette réponse-là? Je sais pas, ils m'ont pas parlé. Il n'y a pas de monde qui parle de Kelly, là. J'essaie de pas de Kelly, mais je suis Screamer. Vous pouvez toujours aller sur la page web de Kelly, qu'on avait présenté là, il y a environ 2 semaines, en français, et contacter, je crois c'est Charles Verrette. Je pense que le numéro de téléphone là, à Québec, c'est 843-0600, mais là, c'est sous toute réserve. Allez vérifier là, sur notre page web, vous allez trouver ces informations-là. OK, puis pour Quake, là, j'ai eu le démo. Oui. Et puis, il semble pas fonctionner. Il semble que quand je vais pour rentrer dans le start de Kelly, puis là, il fige, je veux dire... OK, Quake, présentement, je ne crois pas qu'il fonctionne avec Kelly. On va en parler justement tout à l'heure de Quake, là. Et c'est possible parce que c'est la version Shareware Beta 1. Et tout ce qui dit version bêta, dit version là, qui va avoir des améliorations éventuellement qui vont corriger les problèmes. Alors, on essaie justement de jouer avec Kelly à Quake, puis ça ne semble pas marcher non plus. Là. OK, merci beaucoup. OK, bonsoir. On va prendre maintenant un autre appel. Micro-Info, bonsoir. Oui, bonsoir. Moi, ce serait pour un renseignement. J'ai un gros problème. Je cherche quelqu'un qui soit capable de me dire comment finir Doom 2. Doom 2? Oui.
Regardez justement la page web qu'on a montrée tout à l'heure, le Spoiler Center. Là. Je ne sais pas, Luc, si tu peux y retourner pour faire une recherche sur Doom 2, je suis certain qu'il contient de l'information. Il existe aussi des livres, j'ai déjà vu ça là, chez Compsante, un petit livre, là, Secret de Doom 2, peut-être que vous pourriez trouver ça là. Parce que ça fait une secousse que je suis rendu à la fin, là, puis le fameux pilier, là, oui, ok. Puis il n'y a rien à faire, hein. OK, bon, on est sur la page justement là, où il parle de Doom 2. Luc, est-ce qu'il semble avoir de l'information? On va trouver ça dans quelques secondes. Alors, on est présentement sur un site qui va se downloader de Doom. Peut-être que je pourrais vous dire une chose. Je connais un peu la réponse à cette question parce que c'est assez compliqué. Le pilier qui monte et qui descend, là. Oui. Quand vous arrivez en bas, vous devez être face au pilier. Il va descendre, vous embarquez dessus, il va monter en haut. Et vous savez, au fond, il y a une espèce de grosse tête de mort. Puis vous devez prendre, je pense que c'est le canon numéro 4, celui qui lance des boules de feu rouges. Vous devez tirer 3 coups à l'intérieur. C'est assez compliqué. 3 coups à l'intérieur? 3 coups à l'intérieur du petit carré, là, qui est environ qui est assez loin. Ah, puis c'est rien que ça? C'est rien que ça. Ah, sacrifice. Merci. De rien. Bonsoir. Bonsoir. On va prendre un autre appel, un dernier appel avant d'aller à la pause. La 4, Luc. Ça sera pas long, on va avoir une ligne qui va se libérer. Bon, on a un petit problème avec notre téléphone, évidemment, ça peut arriver, on est en direct. J'ai peut-être quelque chose à mentionner. Il y a environ, notre dernière tribune téléphonique, il y a 2 semaines, quelqu'un m'avait demandé, justement pendant la tribune, si ça existait un livre qui répertorie les outils de recherche. Eh bien, oui, ça existe, j'ai vérifié. C'est un livre qui s'appelle « Internet les aides à la recherche ». C'est québécois, c'est écrit par 4 jeunes dames. C'est vraiment très bien fait comme livre. Vous allez pouvoir vous procurer ça là, dans la plupart des librairies, c'est certain. Et ce qu'ils font, ils vous présentent d'abord comment fonctionnent les divers outils de recherche. C'est-à-dire qu'ils vous parlent un peu là, de la syntaxe, comment faire des recherches utiles et efficaces. Et aussi, ils vous présentent ensuite chaque outil de recherche détaillé, même AltaVista, les derniers, le seul que j'ai pas vu, c'était Hotbot qui vient juste de sortir. Et ils vous donnent toutes les subtilités de chaque outil de recherche. C'est très bien fait, c'est aux éditions très carrées, ça coûte environ une trentaine de dollars, alors c'est un bon livre. On va vous présenter maintenant un reportage que nous avons réalisé à l'Université Laval dans la salle des machines. Nous sommes dans la salle des machines de l'Université Laval. Je vais m'entretenir avec Dominique Bérubé, qui est administrateur de système. Bonjour Dominique. La salle des machines de l'Université Laval existe depuis quand? OK. La salle actuelle existe depuis décembre 1979, mais il y a eu 2 autres endroits où la salle a été localisée. Le service informatique, qui anciennement s'appelait Centre de traitement de l'information, était localisé au pavillon Vachon en 1964. C'est les débuts du service informatique. Et ensuite, en 1970, durant l'été, la salle a été déménagée au sol du pavillon Bonenfant, là où est la bibliothèque de l'Université Laval. Pourquoi on déplace des salles de cette ampleur? OK. Premièrement, c'est les services qu'on offre, évidemment, qui font en sorte qu'on est obligé d'augmenter la dimension de la salle. Il y a aussi la pénétration de l'informatique dans l'organisation. Donc, à l'université, évidemment, en 1964, les gens écrivaient avec un crayon et un papier. On ne faisait rien par informatique, ou presque. Donc, ça, c'est une des choses. Donc, évidemment, dans l'organisation, le nombre d'individus a augmenté. Donc, ça prenait des locaux plus grands pour accueillir ces gens-là. Juste pour vous donner une idée, en 1964, il y avait 14 employés. Puis maintenant, on est autour de 96 postes réguliers et des contractuels là-dessus. Il y a aussi le nombre de machines qu'on a ici, évidemment. On peut voir qu'il y a plusieurs machines. Il y a aussi la taille. Donc, si on regarde juste l'ordinateur administratif de l'université, qui est très imposant. Donc, ça, c'est une raison pour laquelle c'est gros comme ça. Dans des technologies des années 90, si on veut avant 90, ces technologies étaient très grosses. Donc, ça demandait beaucoup d'espace plancher. Justement, on voit, vous avez des cartes de mémoire énormes et des disques durs gigantesques. Dans un avenir rapproché, ça va disparaître. Oui, effectivement, ça va être des choses qui vont disparaître parce que ce qu'on appelle la microtisation, donc les ordinateurs sont plus performants, sont mieux conçus aussi, là, la technologie a évolué, donc ça fait en sorte que, oui, effectivement, l'espace plancher qu'on aura besoin pour les machines va diminuer avec les années. Oui.
Quel genre de machines ont ponctué l'évolution de cette salle? OK. Bon. Tout d'abord, il y a eu les mainframes, donc les machines très imposantes comme on a encore ici aujourd'hui, évidemment. C'était des machines qui pouvaient accueillir plusieurs usagers en ligne, qui permettaient aussi d'avoir de la gestion des bases de données, parce que les petits ordinateurs qu'on a aujourd'hui, un PC, donc c'est pas très performant au niveau de ce qu'on appelle les entrées-sorties sur disque, entre autres. Donc ça prenait des ordinateurs qui étaient costauds à ce niveau-là, donc c'était l'âge du mainframe. On a eu aussi des ordinateurs pour la recherche, donc un ordinateur de type vectoriel, bon, on ne tombera pas dans les détails. On a aussi une machine massivement parallèle, donc peut-être que des gens ont entendu peut-être déjà parler de la connection machine, donc c'était une machine qui ressemblait à ça, c'était pas une connection machine, c'était une machine masse-part, massivement parallèle, donc avec 2048 processeurs, mais qui est dédiée aussi pour la recherche, c'est des machines très spécialisées. Et maintenant on vit, si on veut, l'ère de la microtisation, donc on a des serveurs plutôt dédiés à des tâches en particulier. Par exemple, à l'Université Laval, on a un serveur de news qu'on a dédié spécifiquement pour cette tâche-là. On a des serveurs pour Oracle, entre autres la sécurité et prévention de l'université, ont des bases de données sur ces types d'ordinateurs-là. Donc on essaie maintenant plutôt d'aller vers des services dédiés pour des ordinateurs. On peut sentir que l'air est frais dans cette salle et que le plancher se relève. Pourquoi c'est comme ça? OK. Bon, premièrement, il y a une question de climatisation puis de contrôle de l'humidité de la salle. Évidemment, vous imaginez facilement qu'avec les tailles imposantes de ces ordinateurs-là, ça risque de chauffer assez rapidement. Donc, on doit climatiser la salle pour cette raison. Pourquoi que le plancher est surélevé? Tout simplement parce qu'il y a des câbles. Parce qu'évidemment, les ordinateurs que vous avez là, bon, il y a des canaux de communication que vous devez établir entre les différentes composantes. Donc, ça peut être très imposant. Donc, on a besoin de surélever le plancher pour passer les câbles dans le plancher. Du côté, peut-être aborder aussi le côté humain, parce que tu peux voir aussi que c'est très bruyant dans la salle. Donc, pour les opérateurs, on a une salle qui est à part, si on veut, pour faire en sorte que les opérateurs ne passent pas leur journée à être dans le bruit, puis pour un meilleur confort, si on veut, pour eux. Là. Donc, la salle a été réaménagée ici en 86 pour, entre autres, améliorer cette chose-là. Je suppose qu'il y a vraiment des dispositifs de sécurité dans cette salle-là particuliers. C'est quoi ces dispositifs-là? OK. Bon, entre autres, évidemment, il y a un système d'alarme pour le feu. Donc, on a un gaz spécial qui est un gaz halon, OK, qui va se répandre dans la salle si le système d'alarme part ici, puis effectivement, il y a un feu. Donc, ce gaz-là est fait pour contrer le feu. On a aussi des détecteurs, par exemple, sur le plancher pour l'eau. Donc, si l'eau venait à monter dans la salle des machines, il n'y a pas de problème. On a des détecteurs pour ça. Si la température monte trop haut, ici, on a un système qui est relié avec la sécurité et prévention de l'Université Laval. Donc, à ce moment-là, eux peuvent nous placer un appel à quelqu'un qui est responsable de la salle, disons, la fin de semaine, parce que durant la semaine, il y a des opérateurs 24 heures sur 24. Il y a aussi que la salle est contrôlée au niveau des accès. Donc, c'est pas n'importe qui peut entrer dans la salle. Comme on dit, on ne rentre pas ici comme dans un moulin. Donc, l'heure à laquelle quelqu'un rentre est notée. C'est tout contrôlé par un informatique, évidemment. Puis, il y a aussi un plan de relève aussi qui existe. Donc, s'il arrive un sinistre dans la salle, on a des copies de sécurité qui ne sont pas gardées ici à l'université même, mais dans une voûte. Et on peut aussi avoir un plan pour relocaliser la salle en cas de problème. Quelles sont les tendances pour l'avenir? Bon, la tendance, je pense qu'on en parlait un petit peu tout à l'heure. On passe de l'âge, si on veut, de l'ordinosaure vers la microtisation. Donc, on va avoir des serveurs qui vont être moins imposants, donc ils vont sauver de l'espace plancher. Il y a aussi la distribution des serveurs qui se multiplient, c'est-à-dire que maintenant, on n'a plus un serveur central pour servir tout le monde, mais on a plutôt des petits serveurs un petit peu partout dans les unités. Donc, c'est un petit peu ce qui s'en vient dans l'avenir. En tout cas, c'est ma vision à moi. Là. Ça ne représente peut-être pas la vision réaliste, mais c'est ce que je pense que moi, il va arriver dans l'avenir. On sait que l'Université Laval fournit des accès Internet aux étudiants. Quand ils se connectent, par où ils passent? OK. La connexion n'arrive pas directement ici. C'est au pavillon de Connecte, là où est le système téléphonique de l'université. Donc, ils entrent sur un serveur de terminal qui leur permet d'accéder au réseau de l'université. Et ils peuvent accéder à des services comme Agora. Agora, c'est un service qui était dédié pour les étudiants à l'université, pour le courrier électronique, entre autres. Dominique, je te remercie. Merci. Je vous rappelle que nous avons Richard Castonguay de la GRC, donc si vous avez des questions au sujet de la percussion qui a eu lieu hier, là, vous pouvez toujours vous en poser. On va prendre une question via le courrier électronique. Quelqu'un nous a posé une question, Luc? Alors, il y a une personne qui nous a demandé au sujet de DOS, est-ce que c'est bon d'utiliser Defrag et CheckDisk? Est-ce que ce sont des commandes qui sont très utiles là, finalement à l'utilisation avec l'ordinateur en DOS? OK, Ghislain, est-ce que tu peux répondre à cette question? Oui, François. En fait, c'est deux utilitaires qui sont très, très, très utiles. Le premier, CheckDisk, et le deuxième, Defrag. La fréquence dépend surtout du type d'utilisation que vous faites de votre ordinateur.
si vous êtes une personne qui fait beaucoup de traitement de texte ou de comptabilité, étant donné qu'il y a beaucoup de lecture et d'écriture sur le disque rigide, il est préférable de passer cet outil-là régulièrement, tous les 3-4 semaines. Si vous faites qu'une utilisation de logiciels sans faire beaucoup de sauvegarde, à ce moment-là, c'est des outils qui sont peut-être moins importants. Peut-être juste rappeler que CheckDisk, sa fonction principale, c'est de vérifier s'il y a des secteurs qui sont perdus au niveau de la table d'allocation des fichiers, tandis que Defrag, lui, sa tâche, c'est de regrouper les fichiers, en fait, là, qui sont un petit peu éparpillés un peu partout là, dans les différents secteurs. D'accord, merci Ghislain. Maintenant, on va prendre un appel. Micro-info, bonsoir. Bonsoir. Quelle est votre question? Oui, bon, moi, ma question, c'est sur le logiciel Word version 6.0. C'est que moi, je travaille beaucoup avec des styles, je produis des longs documents et j'aimerais savoir s'il y a une méthode pour reproduire les mêmes styles que j'ai composés dans un autre document autre que d'effacer. Moi, ce que je fais présentement, c'est que je prends mon document, j'efface complètement les données, puis je sauvegarde sous un autre nom. Mais je trouve ça fastidieux comme démarche. Est-ce qu'il y a un moyen que Word peut me permettre pour reproduire les styles d'un document à l'autre? Oui, Ghislain va répondre à cette question. Alors, la réponse, pour vous, madame, en fait, vous allez être contente parce que la réponse est oui. Si vous allez dans votre menu format et dans votre commande style, il va apparaître, en fait, la liste de tous les styles qui sont disponibles à l'intérieur de votre document. Vous avez un bouton en bas à droite qui s'appelle « Organiser ». Et ce bouton-là va vous permettre de transférer des styles soit du document actif vers le modèle normal.dot ou la possibilité de prendre justement des styles qui ont été créés dans un autre document et de les amener vers le document présent. Donc, vous avez un bouton « Organiser », vous pouvez aller là-dedans facilement. Et là, par la suite, à la gauche, vous avez votre document qui est ouvert. Et à droite, vous avez en fait les styles de normal.dot. Tout ce que vous avez à faire, moi, ce que je vous suggère, c'est de prendre les styles que vous avez besoin, les transférer dans votre normal.dot avec le bouton copier. Et là, par la suite, vous allez être en mesure de les utiliser un peu partout là, dans les nouveaux documents. OK, parfait. Je vous remercie beaucoup. Je vous félicite en même temps pour votre émission. Merci, madame. Merci, madame. Merci. Alors, on va prendre un autre appel. Micro-info, bonsoir. Bonsoir. Mon appel, moi, c'est pour les logiciels de vidéoconférence. J'aimerais savoir sur le net, qu'est-ce que je pourrais retrouver pour faire justement la vidéoconférence avec les petites caméras QuickCam. Un logiciel qui pourrait me permettre d'avoir un bon rafraîchissement. Je connais le logiciel CU-CME. Oui. Il n'est pas très, très rapide. Je pense qu'on peut aller à 14 FPS. Oui, effectivement. Je pense qu'il y a quelque chose. Je pense que votre émission, d'ailleurs, il y a quelques temps, il y a eu une démonstration pour ça, puis le taux de rafraîchissement était très bon. La semaine prochaine, je crois que Luc, tu présentes, justement, on parle de la QuickCam couleur. Effectivement, la semaine prochaine, on va parler de la nouvelle QuickCam couleur qui est sortie cette semaine dans les magasins. Alors, la semaine prochaine, on va justement parler de ça. Pour répondre à votre question le plus rapidement possible, un des très bons logiciels présentement sur le marché, c'est CU-CME. Mais le problème, c'est pas les logiciels, mais c'est bien les bandes d'utilisation qu'on utilise pour aller à Internet. Donc, un modem 28.8, c'est très, 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 très lent. Et on recommande vraiment soit un lien ISDN ou un lien câble là, pour faire vraiment de la vidéoconférence assez rapide, pour vraiment avoir un rafraîchissement, là, pour au moins qu'on voie la personne bouger, pas qu'on voie la personne disparaître là, 30 secondes après. OK. Si je me connectais via deux modems, sans passer par Internet, directement avec deux modems? On va parler aussi de ça la semaine prochaine. Il existe des programmes sur Internet qu'on peut downloader gratuitement, des freeware, pour justement faire de la vidéoconférence dans une région locale, donc exemple dans 2 régions de la ville de Québec, et on va en parler la semaine prochaine. Donc je vous invite à nous regarder la semaine prochaine, on va vous montrer les QuickCam noir et blanc et couleur. Très bien, merci beaucoup. OK. Maintenant, on va répondre à des questions qui ont été posées ultérieurement. On vous a préparé là, une petite vidéo là-dessus. On peut utiliser le langage Java ou d'autres langages pour créer des animations, mais c'est très compliqué. Je vous conseille de procéder d'une façon beaucoup plus simple, c'est-à-dire des animations GIF. Vous devez d'abord créer chacune de vos images qui complétera votre animation. Par exemple, ici, j'ai 3 images et j'en ai en tant que telle une dizaine. Bon, je vous montre les 3 ici. Vous les sauvegardez sous un format standard GIF. Ensuite, vous allez créer votre animation avec un petit programme qui s'appelle GIF Construction Set que vous pourrez trouver sur Internet à l'adresse mentionnée dans notre section web sommaire de Micro-info.
Dans le programme, vous choisissez le premier fichier, c'est-à-dire ici, c'était micro-info avec la lettre en rouge. Et très simplement, vous ajoutez, vous insérez les images à la suite l'une de l'autre. Vous choisissez votre image, ici c'était micro 2. À chaque fois, il vous demande quelques questions, vous devez paramétrer, c'est très simple. Et vous procédez de la même façon pour chacune des images de votre animation. Lorsque vous avez inséré toutes vos images, vous pouvez créer des effets très simples comme une boucle, un loop. Ça vous permet d'avoir l'animation répétée continuellement sur la page web. Vous pouvez voir le résultat présentement. C'est une animation très simpliste, mais c'est efficace. Ça sauve aussi beaucoup de temps pour la programmation parce que vous n'avez pas besoin d'être un expert en Java pour faire ça. Le format que vous allez utiliser pour sauvegarder cette image-là, c'est le format GIF, mais 89A. Lorsque vous le sauvegardez, c'est automatique, là, ça se fait. Et n'importe quel browser ou furteur peut lire ce type d'image-là comme une autre image GIF, c'est-à-dire Netscape 2.0 et plus, Explorer 2.0 et plus, etc. Maintenant, nous remercions M. Baudet qui nous a donné la réponse à une question qu'un de nos téléspectateurs nous avait posée lors de notre dernière tribune téléphonique. On nous avait demandé comment enlever les noms des programmes dans la section panneau de configuration des installations de programmes. Ce qui se passait concrètement, c'est que dans notre section ajout suppression de programmes, normalement on s'en sert pour installer des programmes, mais des fois il y a des titres qui restent là même si on les a désinstallés. Par exemple, le jeu Spycraft, je l'avais installé. Si j'essaie de le supprimer maintenant, il me donne un message d'erreur techniquement. Pour aller jouer dans cette base de registres, on doit exécuter le fichier regit qui se retrouve dans le répertoire Windows. Simplement, c'est le fichier regit, regedit.exe. Il est assez difficile à trouver, alors plissez-vous les yeux. Pour enlever les noms des programmes, c'est assez ardu. On a une base de registres avec des répertoires. On doit aller d'abord dans Hashkey Local Machines, ensuite dans Software, ensuite dans Microsoft, Windows, puis Current Version et Uninstall. Vous remarquez que cette liste de répertoires, c'est la même qui se retrouve dans notre section Installation de programme. Vous cliquez sur Spycraft et avec Delete, vous l'effacez tout simplement. Vous pouvez effacer tous ceux que vous n'avez plus besoin et qui ne sont plus déjà installés sur votre machine. Nous souhaitons encore remercier M. Baudet qui nous a donné cette solution. Il se mérite la version enregistrée du logiciel Kali que nous avons démontré la semaine dernière qui permet de jouer à des jeux sur Internet. Nous sommes de retour et nous allons prendre immédiatement un autre appel. Micro-info, bonsoir. Oui, bonjour. J'aurais une question à vous poser. Pour un petit conseil, j'ai commencé la programmation en Visual Basic et puis je voudrais avoir un conseil pour quel livre acheter pour apprendre la programmation en Visual Basic. Est-ce que quelqu'un programme en Visual Basic ici? Je ne crois pas. Mais moi, je vous conseillerais peut-être d'aller à l'enseigne du livre. C'est sur Pierre Bertrand. Ils ont un département d'informatique, ils ont beaucoup de livres, puis je ne peux pas croire qu'il n'y aura pas quelqu'un qui va pouvoir vous conseiller à ce niveau-là. OK, et puis pour votre concours de Kali, comment ça fonctionne? On doit envoyer un email, mais est-ce que vous voudriez en avoir un quand même? Oui, c'est possible. Ben écoutez, on a décidé, là, étant donné que les emails, il y a plus de gens qui nous disent on veut gagner Kali, mais qui ne posent pas de questions. On va vous en donner un, on va garder vos coordonnées et on va vous rappeler là, après l'émission. C'est beau? Parfait, merci beaucoup. OK, bonsoir. Bonsoir. Alors maintenant, on va prendre un autre appel. Micro-info, bonsoir. Oui, bonsoir. J'aimerais savoir si vous êtes enregistré un logiciel par Netscape, par Internet, avec une carte de crédit. OK, vous parlez de sécurité, là. Est-ce que c'est sécure de faire cette opération-là, c'est ça? Oui. OK. Je vous répondrai que oui, c'est un gros mythe actuellement. Les gens s'imaginent que c'est un crime là, qui va se passer toutes sortes de choses. On va parler, je crois, dans quelques semaines de la sécurité des paiements. C'est peut-être dans un mois. On a un invité qui s'appelle Marc Blanchet qui va nous parler de ce type de paiement-là. Mais à mon avis, ça dépend. Si c'est un serveur sécure où vous allez effectuer la transaction, vous avez pas mal de chance. André Bolly va spécifier un peu ces détails-là. OK. Il est suggéré de ne pas laisser le numéro de carte de crédit sur Internet. OK? Parce que ça peut être dépisté sur le numéro de la carte par le net. Qu'est-ce que Marc Blanchette va parler prochainement? C'est qu'il y a des modes de paiement sur l'Internet. OK? Fait que, à ce moment-là, qu'est-ce qui arrive? C'est que vous déposez de l'argent à un endroit comme une genre de banque. Puis quand que vous autorisez un paiement, ils déduisent le montant à cette banque-là. OK. C'est ce qu'on appelle le cyberbank et le cybercash. C'est ça, exactement. Okay. D'accord. Merci, André. On va prendre maintenant un message sur notre courrier électronique. Quelqu'un qui a finalement posé une question pour Kali.
OK, ce message s'adresse pour les jeux. C'est quelqu'un qui demande s'il va y avoir des nouvelles expansions pour Warcraft 2. À notre connaissance, non, il n'y en aura pas, parce que la compagnie Blizzard travaille présentement sur d'autres jeux. Par exemple, il travaille sur StarCraft, qui va être l'équivalent de Warcraft, mais dans l'espace. Il travaille aussi sur le jeu Diablo, qui va être style Ultima, mais qui va pouvoir se jouer par Internet. Et il y a même Warcraft 3 qui est prévu pour le début de l'année 97. Alors, ça me surprendrait qu'il y ait une nouvelle expansion. On a déjà eu une, de toute façon. Et si vous êtes en manque de Warcraft 2, bien, vous venez de gagner Kali, qui va vous permettre de jouer avec toutes sortes de gens sur Internet et relever des défis. Et croyez-moi, sur Internet, les gens sont d'assez haut calibre. On va maintenant prendre un autre appel téléphonique. Micro-info, bonsoir. Ce serait pour savoir, c'est quoi l'équivalent en Pentium d'un DX420? OK, vous voulez savoir la vitesse d'un DX420 par rapport à un Pentium, ça s'équivaut à quoi? Oui. OK, ça, on peut difficilement répondre à cette question-là parce que l'échelle de comparaison, qu'on parle ici des mégahertz, on parle de 120 MHz versus, mettons, un Pentium 100 MHz. Vous avez tendance à peut-être penser qu'un 120 MHz 486, c'est plus rapide qu'un Pentium. C'est faux. Parce qu'on parle plus d'une échelle d'équivalence qui sont les MIPS. Je ne sais pas si André Beaulieu, tu peux nous donner un peu plus de détails à ce sujet? Pas beaucoup, je me rappelle. Pas beaucoup, mais effectivement, qu'est-ce qui compte dans le fond, c'est le nombre d'instructions à seconde qu'un microprocesseur peut exécuter. OK? Fait que, mais à part ça, je ne peux pas vous dire vraiment la différence d'un à l'autre. Bon, alors, comme on vous dit, techniquement, n'importe quel Pentium est plus rapide qu'un 486 DX266, sauf si dans votre 486, vous avez 16 MG. Là aussi, ça vient jouer beaucoup. On a le temps peut-être de prendre un dernier appel. Micro-info, bonsoir. Bonsoir. Ce serait deux petites courtes questions. Moi, le jeu audio, Nukem, la vraie version, et j'aimerais savoir comment jouer à plusieurs joueurs. En réseau ou par modem? En réseau. Vous avez acheté la version, techniquement, il devrait avoir un manuel pour expliquer ça. Est-ce que vous avez regardé dans le manuel? Hein? Est-ce que vous avez regardé dans le manuel? Ah non, c'est bon, j'ai regardé. OK, ben, il faut toujours regarder les manuels, bien sûr. Ils font pas ça pour qu'on jette ça aux poubelles. Mais justement, en passant au sujet du Duke Nukem 3D, quelqu'un nous a demandé là, si on pouvait jouer avec Kali. C'est possible, mais aussi si on pouvait sauver des parties en réseau. Ben, on a appris, la personne qui devait donner la réponse, qui était partie en vacances, nous a dit que c'est pas possible de jouer en réseau. Okay. Alors, c'est quoi votre deuxième question, rapidement? C'est pour... j'ai entendu dire que c'est vrai qu'on peut copier un CD-ROM sur des disquettes. Sur des disquettes? Oui. Peut-être des disquettes jazz, Luc? Sur des disquettes, oui, physiquement, on peut copier l'information, mais c'est pas légal. Alors, j'espère qu'on a quelqu'un de la GRC ici, alors on surveille. Alors, l'information peut être physiquement copiée sur des disquettes, mais par contre, il y a des programmes comme Microsoft qui sont protégés, des compagnies comme Microsoft, qui ont organisé Microsoft Windows, Office, tout ça, pour que ça soit non copié par des gens normaux, autrement dit, pas des cracks, qui peuvent, autrement dit, travailler normalement. C'est pas copiable, malheureusement. OK, d'abord. OK, bonsoir. Bonsoir. L'émission tire à sa fin. En terminant, il y a la revue Branchez-vous qui a un nouveau numéro qui vient de sortir, le numéro d'été. C'est très bien fait. Il y a le gros titre, La mort d'Internet. Attention, ce n'est que de la fiction. C'est pas pour bientôt Internet. La semaine prochaine, Ghislain, on parle, je crois, On va parler de disquette de démarrage. Ah oui, les gens nous avaient posé une question au sujet. C'est ça. Alors, disquette de démarrage, très, très utile pour dépanner notre ordinateur. Et Luc, on va parler de quoi? On va parler des QuickCam couleur et noir et blanc et on va aussi faire un peu de vidéoconférence, soit par Internet ou par téléphone. Okay. Moi, je vous invite aussi à télécharger Quake, qui vient juste de sortir, le partage-ciel. Vous pouvez trouver facilement les liens là, à partir de notre page web. Il y a divers sites web où vous pouvez trouver ce jeu. C'est très violent. C'est à la discrétion des parents si vous voulez jouer à ce jeu-là, bien sûr. On peut avoir peut-être quelques images avant de se quitter. Je vous rappelle que l'émission Micro-Info est en première diffusion le vendredi à 20h et en reprise toute la semaine. Le prochain direct va avoir lieu dans un mois, c'est-à-dire le 26 juillet. Et d'ici là, vous pouvez toujours envoyer vos questions sur notre répondeur téléphonique au 666-3484. Bonne fin de semaine et on se revoit dans la semaine prochaine.